C'est bon, là, on voit bien, on voit le PowerPoint, tout va bien? Ok, pas d'objection, ça doit aller. Oui, Donc, très je, bien. je ne vois pas le chat en même temps que je parle, donc je compte sur vous, Rachel, Camille, pour m'interrompre. S'il y a des questions, je veux bien très volontiers répondre au fur et à mesure des questions ou des discussions, m'interrompre pour en parler. Donc voilà, donc le sujet qui m'a été demandé cet après-midi, en lien bien entendu avec les objectifs de l'OCCE, c'est coopérer avec les parents dans l'école. De quoi parle-t-on et comment faire? Alors avec Rachel, on s'est mis d'accord pour cette petite présentation en introduction, en avant-introduction sur le chantier de l'OCCE. Donc elle vous a très bien expliqué ce travail qui est en cours. Pour autant, cet après-midi, je ne me centrerai pas du tout sur le sujet de ce chantier. On évoquera la réunion de parents, mais ça sera vraiment la coopération avec les parents de manière générale dans l'école. Alors donc, voilà à peu près le plan de mon intervention. Donc, je vous dirai d'abord en introduction d'où je parle, quel est le point de vue qui m'amène à parler de ce sujet. Et puis, donc, la première partie répondra à la question de quoi parle-t-on à partir d'une part du prescrit, des textes officiels dont on dispose dans l'éducation nationale, d'une définition, alors coéducation, coopération, on verra ces deux termes, d'un retour un petit peu historique et aussi dans d'autres pays sur différents modèles de relations école-famille, et puis un certain nombre d'idées, de principes, de concepts qui sont bien utiles pour construire cette coéducation. Et puis la deuxième partie rentrera plus dans le pragmatique du comment faire. Comment faire d'abord en prenant compte les droits, les devoirs et les libertés de chacun, parents et professionnels, en se disant que de faire n'est vraiment pas facile, et puis en voyant concrètement des dispositifs. On survolera puisqu'il y en a beaucoup, et on terminera donc par le travail de groupe sur un dilemme que nous pose cette question de coéducation. Et voilà, avant la conclusion, je vous montrerai un petit extrait aussi d'un film avec une expérience qui s'est passée dans ma classe. Alors, donc moi, Rachel m'a présenté tout à l'heure, je suis effectivement une enseignante, j'ai été en classe pendant 40 ans, pas tout le temps à temps plein, la moitié de ma carrière à peu près, mon temps était partagé entre d'autres fonctions de formatrice, de coordinatrice, de directrice d'école. Mais enfin, disons que j'étais en classe jusqu'à l'année dernière. Et j'ai toujours été motivée par la question de la relation parent-enseignant. Et en même temps, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été en difficulté sur ce sujet quand j'ai commencé. J'ai vu tout de suite que c'était un sujet très problématique. Et également, j'ai été en difficulté dans cette relation en tant que parent, puisque je suis moi-même parent de 3 enfants. Et je dois le dire, ma carrière de parent d'élèves n'a pas été facile. Je me suis sentie souvent en conflit avec les équipes d'enseignants. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai accepté d'observer ce qui se passait pour moi en tant que parent, de l'analyser, d'essayer de le comprendre et de le mettre avec mon expérience professionnelle que j'ai pu avancer sur ce sujet. J'aime bien commencer toujours mon propos là-dessus par cette histoire de double et même de triple casquette, parce que souvent, nous, professionnels de l'éducation, on pense que pour être un bon professionnel et pour être efficace, il vaut mieux cliver les choses, il vaut mieux séparer, se dire que quand je suis professionnel, j'oublie que je suis parent, quand je suis parent, j'oublie que je suis professionnel. Et en fait, moi, je n'ai pas fonctionné comme ça, et c'est au contraire en m'autorisant à mettre les deux ensemble que je me suis dit, j'avais qu'une seule tête, j'ai 2 casquettes, mais j'ai qu'une tête, donc je vais essayer de les mettre ensemble. Il y a un certain nombre de chercheurs, d'auteurs qui ont écrit là-dessus, notamment Frédéric Jésus, qui nous dit que, donc il y a un pédopsychiatre qui dit que nous, les professionnels de l'éducation, nous sommes tous des anciens élèves. Donc à ce titre-là, on est tous considérés, on a tous plusieurs casquettes, et puis quand on devient parent, on est tous concernés par l'éducation en tant que parents. Et finalement, notre efficacité peut venir aussi du fait de superposer ces 2 expériences. Et puis, j'ai eu un certain nombre également d'expériences associatives en lien avec l'éducation. D'abord en tant qu'enseignante, donc moi, je suis militante de la pédagogie freinée, donc je suis investie à l'ICM Pédagogie freinée, même si ce n'est pas à ce titre-là que je vous parle aujourd'hui. Et là aussi, j'ai essayé de mettre ensemble qu'est-ce qui se passe dans les principes de la pédagogie freinée, qu'est-ce que je peux appliquer à la question de la relation coéducative. J'ai été également, en tant que parent, investie à la FCPE. Et puis, j'ai aussi fait partie de comités de soutien des familles sans hébergement.
Et là aussi, mon expérience associative m'a beaucoup aidée pour comprendre les questions de coéducation. Donc voilà, c'est un parti pris que j'ai de me dire qu'on est un seul individu et que ces questions éducatives nous concernent dans la globalité de ce qu'on est et qu'un bon professionnel n'est pas forcément celui qui apprend à cliver. Donc c'est quelque chose qu'on peut rediscuter, hein, sur lequel vous pouvez bien sûr réagir. Alors cette première partie, donc, de quoi parle-t-on? Je commencerai par vous parler du prescrit, puisque personnellement, j'ai commencé à enseigner en 1978, c'est une vieille histoire. Et à ce moment-là, bien sûr, les parents participaient déjà à l'école, les conseils d'école commençaient tout juste à exister, mais il y avait très peu de textes sur lesquels s'appuyer pour ancrer la question de la relation avec les familles. Les textes ont beaucoup évolué, on pourrait en faire une étude détaillée. En tout cas, le dernier bulletin officiel qui date d'octobre 2013, qui n'a pour l'instant pas été remis en cause, et qui s'appelle, donc ceux qui sont enseignants, en tout cas ici, le connaissent sans doute, s'appelle Coopérer avec les parents sur le territoire, ou plutôt renforcer la coopération avec les parents sur le territoire. C'est un bulletin officiel qui est vraiment extrêmement important et qui nous dit que pour construire l'école de la réussite pour tous, une coopération renforcée avec les parents, particulièrement avec les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur. Et en fait, c'est vraiment très important parce que c'est la première fois qu'un texte met en relation la coopération avec les parents avec la réussite des élèves et que ce texte emploie également le mot de coéducation et parle de dialogue et de respect mutuel. Donc, et puis ce texte décline vraiment toutes les choses opérationnelles qu'il y a à faire pour mettre en œuvre cette coopération. Alors, c'est une chance, hein, de pouvoir s'appuyer sur ce prescrit. Également, la coopération avec les parents est rentrée dans le référentiel de compétences des professeurs des écoles, des collèges et lycées. C'est très important aussi. Petit à petit, fait sa place dans la formation initiale et continue. C'est un petit peu encore parcellaire, mais ça vient. Il fait partie également du référentiel de compétences de l'éducation prioritaire. Donc vraiment, c'est important, ce prescrit, on peut vraiment s'y appuyer. Et puis, il y a aussi du prescrit en dehors de l'éducation nationale, dans tous les textes qui concernent les cités éducatives, les projets éducatifs de territoire, tout ce qui concerne le côté hors école, il y a également énormément de textes et d'outils sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, ce n'est pas anodin, c'est un travail qu'on ne fait pas aujourd'hui contre l'institution, mais qu'on fait avec l'institution et qui nous est demandé. Alors, on parle de coopération, on parle de coéducation, on parle aussi parfois d'alliance éducative, de collaboration. Il y a beaucoup de mots qui sont employés pour cette question de la relation donc, avec les familles. Alors, personnellement, j'aime beaucoup le mot coéducation parce que c'est celui qui contient justement éducation, contrairement à coopération, collaboration, qui sont des mots aussi très intéressants, mais qui peuvent s'appliquer à beaucoup de champs. Et pour cette coéducation, je m'appuie personnellement sur une définition qui me convient bien, qui est celle de la chercheuse Sylvie Reynard, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la petite enfance, et qui dit que la coéducation, c'est une relation de mutualisation entre les éducateurs dits premiers, que sont les parents, et les éducateurs professionnels ou non, qui agissent en parallèle et successivement. On peut regarder un petit peu cette définition. Donc, parents, pourquoi sont-ils les éducateurs premiers? Bien sûr qu'ils sont les éducateurs premiers, d'une part parce que c'est eux qui prennent les décisions fondamentales pour leur enfant, les décisions qui concernent les grands schémas éducatifs, la santé, les loisirs, les valeurs qui vont être inculquées, le choix de l'école aussi. Et puis, ils sont éducateurs premiers parce que c'est eux qui ont la continuité du fil historique, on va dire, de la naissance de l'enfant jusqu'à son entrée dans le monde adulte. Donc, bien évidemment, ce sont les parents les premiers éducateurs. Et puis, il y a de nombreux éducateurs en parallèle. À chaque moment de la vie d'un enfant, il y a des éducateurs qui sont des professionnels, mais aussi des non-professionnels. On peut penser à la famille élargie, aux amis, à toutes les personnes qui influencent l'enfant. Et les professionnels, ce ne sont pas que les enseignants, il y a également les soignants, il y a également tous les professionnels. C'est facile, il faut que je note comment on procède, c'est tout. Il faut éteindre le micro, Camille. En tout cas, si c'est pour m'interrompre, tu me dis clairement. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les éducateurs sont en parallèle. À chaque temps de la vie de l'enfant, il y a un certain nombre d'éducateurs. Bien entendu, ce n'est pas les mêmes si un enfant à 2 ans et demi va à la crèche ou s'il va au collège ou au lycée. Donc, vous voyez que cette notion de la coéducation, elle est bien plus large que le lien école-famille, même si c'est de lui dont on va parler aujourd'hui.
Et dans cette définition, il y a un mot très important qui est le mot mutualisation. Donc, coéduquer, c'est mutualiser, c'est-à-dire c'est prendre en compte l'idée que si ces différents co-éducateurs se parlent, communiquent, ça va être bénéfique pour l'enfant. Donc, on y reviendra parce que c'est une idée qui peut être contestable et qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. Donc, du coup, les liens entre la coopération et la coéducation. Donc, on voit que donc, la coéducation, c'est bien plus que l'école et les enseignants, mais au sein de l'école, l'idée de la coéducation telle qu'elle est prônée actuellement, c'est l'idée que justement, la coopération, dans cette coéducation, une relation coopérative va être au bénéfice de l'enfant et de ses apprentissages. Alors, du côté de la recherche, de la même façon que Sylvain Connac nous a parlé ce matin du fait que les chercheurs cherchaient à essayer de montrer l'efficacité de la coopération, un certain nombre de chercheurs se penchent sur l'efficacité de la coopération avec les parents en ce qui concerne les bénéfices pour les apprentissages. Alors, c'est quelque chose qui est très discuté, qui est controversé, qui peut être parfois même contre-productive, on en reparlera. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de preuves irréfutables d'effet sur les performances scolaires en tant que telles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres pour expliquer les difficultés scolaires, par exemple, ou les réussites et les difficultés scolaires. Les paramètres sociaux, économiques, on le sait, sont extrêmement prégnants. Il n'est absolument pas prouvé que lorsque les parents s'impliquent, l'enfant, mathématiquement, réussit mieux, on va dire. Il y a des enfants, par exemple, de milieux populaires qui réussissent, qui sont extrêmement résilients et qui réussissent à l'école alors que leurs parents sont restés éloignés de l'école et inversement. Par contre, là où il y a vraiment, on va dire, des effets prouvés, montrés, observés, c'est en tout cas sur le climat scolaire, sur la coopération entre adultes. Et moi, j'aime bien dire, de la même façon que la coopération avec les élèves est aussi une valeur et quelque chose qu'on a envie de transmettre aux élèves en tant que valeur, en tant qu'éducation à la fraternité, de la même façon entre adultes, la coéducation est une valeur à laquelle on peut adhérer et qu'on peut défendre, je dirais, même si elle n'est pas prouvée comme efficace dans les performances scolaires. Parce que les apprentissages scolaires, ce n'est pas que les performances, ce n'est pas que les réussites aux examens, par exemple, mais c'est l'ensemble des apprentissages, y compris les savoir-être, qui sont en jeu. Alors, on voit que ce prescrit de coéducation, de coopération avec les parents, il n'est pas facile à mettre en œuvre et qu'il y a souvent ce qu'on appelle de l'écart entre le prescrit et le réel. Hein. Ce qui se passe sur le terrain, on le voit bien tous, ce n'est pas forcément cette coopération, cette coéducation, même s'il est demandé dans les textes, qui est mise en œuvre. Alors, pourquoi est-ce que cette coéducation est si difficile à mettre en œuvre? Ce n'est pas seulement une affaire de mauvaise volonté ou de réticence à cette coopération, même si ça peut exister, mais il y a aussi une explication historique. Une explication historique qui vient du fait que l'école de Jules Ferry, telle qu'elle a été construite, notre école républicaine, n'a pas du tout été construite avec les parents, elle a été plutôt construite contre les parents. Alors, on pourrait revenir sur toute l'histoire de l'école républicaine et la manière dont elle s'est construite, aussi bien sur les questions de travail des enfants dans le milieu rural que sur les questions de religion et d'essayer d'enlever les enfants de l'emprise du catholicisme telle qu'elle était à ce moment-là. Et du coup, le modèle sur lequel notre école républicaine s'est construite, c'est ce que moi j'appelle le modèle cloisonné, donc qui est montré dans ce petit schéma, avec une école qui est séparée des familles, une école qui construit un projet pédagogique pour l'élève avec comme mission principale l'instruction, la formation et également la transmission des valeurs républicaines et qui va se construire donc indépendamment des familles qui, elles, font les choix éducatifs pour l'enfant et indépendamment de la cité qui va proposer des dispositifs de santé, de loisirs, de sport, de culture pour les citoyens. Vous voyez, on a l'élève, l'enfant, le citoyen. Et entre ces trois entités, on va se faire circuler des informations pour se dire mutuellement ce qu'on fait, mais on n'aura pas besoin de collaborer. Donc ça, on va dire, c'est un système qui aujourd'hui n'est plus celui qui est en cours, mais qui, on le voit bien, fonctionne encore souvent et parfois on pense qu'il va suffire de s'informer pour collaborer. Mais on va le voir, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Donc en effet, le modèle auquel adhère l'école publique en France actuellement, c'est le modèle coéducatif. Donc c'est un modèle, vous le voyez, dans lequel les familles gardent leur liberté de construire leur projet éducatif. L'école a sa liberté de construire son projet éducatif et pédagogique. La cité construit ce qu'on appelle aujourd'hui les PEDT, son projet éducatif de territoire, mais les trois sont en interaction avec une responsabilité éducative partagée
qui est donc à l'intersection des trois, qui est le principe de l'école inclusive, c'est-à-dire que dans cette école-là, les familles doivent s'intéresser à l'élève et l'école va s'intéresser à l'enfant. Donc, on n'a plus l'enfant d'un côté, l'élève de l'autre. Et cette responsabilité éducative partagée, elle va demander bien plus que de s'informer, de communiquer, de dialoguer, de proposer une participation pour un accompagnement commun de l'enfant. Alors, vous voyez, j'ai placé l'école à la maison parce qu'effectivement, l'expérience du confinement a fait bouger un petit peu ce schéma. C'est un schéma qui repose sur une différence de lieu. La famille, ça se passe à la maison, l'école, ça se passe à l'école, et puis on partage des moments. Avec l'école à la maison, bien entendu, on a fait bouger ces frontières avec des effets, on l'a vu, un certain nombre de chercheurs ont observé le confinement, des effets à la fois de reconnaissance réciproque très puissants qui se sont produits pendant cette continuité éducative, pédagogique, et puis également des effets de fusion, confusion, difficulté à être bien au clair sur le rôle de chacun. Donc, disons que dans le projet coéducatif tel qu'il est conçu, on a quand même 3 lieux qui sont séparés. Alors, avec, je dis 3 lieux séparés, on a toute la question du périscolaire, qui est l'entrée donc de la cité dans l'école, et qui est également une question qui complexifie ces effets de frontières. Alors, dans ce modèle coéducatif, vous voyez que la part du milieu, c'est celle à laquelle on va s'intéresser dans notre coéducation. Et pour autant, elle est très importante, mais elle n'est pas si grande que ça. La part de chacun reste importante. En effet, il existe d'autres modèles dans lesquels la part du milieu est plus importante, un modèle que j'appelle le modèle cogestionnaire, qui serait un modèle dans lequel le projet pédagogique est co-construit entre parents et enseignants. Alors, c'est le modèle qu'on trouve en France dans, par exemple, les crèches parentales ou un certain nombre de crèches associatives, pour ceux qui connaissent ces structures petite enfance, ou qu'on trouve également dans un certain nombre d'écoles privées, hors contrat ou sous contrat, notamment les écoles associatives alternatives dans lesquelles on co-construit le projet. Et c'est un modèle qui existe également dans d'autres pays. On a des collègues belges ici qui pourront témoigner que dans certaines écoles en Belgique, on a des phénomènes de co-construction avec les parents, également quelque chose qu'on trouve au Québec, en Angleterre, dans plusieurs pays, y compris dans l'école publique. Les parents peuvent être amenés donc à construire le projet, et dans certains modèles, on est même amené à recruter le personnel et à l'évaluer. Vous voyez que là, c'est extrêmement différent, puisque dans ce cas-là, les familles vont choisir l'école, et l'école va pouvoir choisir les familles en disant à une famille à qui le projet ne conviendrait pas, écoutez, vous pouvez aller dans une autre école qui a un autre projet. Dans notre école républicaine française, les choses ne sont pas comme ça. Nous avons un projet d'école qui est voté certes en conseil d'école, mais dont l'équipe pédagogique est garante. Donc ça, c'est important parce qu'il y a souvent des confusions par rapport à ces questions de modèle. Et vous voyez que donc, dans ce modèle cogestionnaire, le partenariat avec la cité dépend vraiment du projet de l'école. Il va y avoir des écoles cogestionnaires qui vont choisir d'être pleinement impliquées dans la cité, voire subventionnées par exemple par la mairie, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus indépendantes. Et enfin, un quatrième modèle, qui est le modèle communautaire, dans lequel famille et école, finalement, n'ont qu'un seul projet éducatif et pédagogique, et avec un souci de cohérence le plus grand possible. Donc, ça va être le modèle de l'école communautaire ou de l'école confessionnelle, dans certains cas. Ça peut être aussi certains modèles d'instruction à la maison, même si ce n'est pas tous les parents qui instruisent à la maison qui se réfèrent à ce modèle, mais un certain nombre de parents choisissent l'instruction à la maison de manière à être sûrs que leurs enfants vont recevoir le même système de valeurs que celui qu'ils ont inculqué à la maison. Et ce modèle-là peut soit être totalement coupé de la cité, soit totalement intégré dans la cité. Un certain nombre de personnes qui mettent en place ce modèle choisissent de s'intégrer dans la cité. Ce n'est pas forcément un modèle qui est coupé de la société. Mais en tout cas, c'est important parce que ce modèle-là est le modèle qui recherche vraiment, effectivement, l'hypercohérence. Alors, je ne vois pas s'il y a des réactions dans le chat, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des réactions sur ces modèles. Un certain nombre de personnes qui sont là, qui connaissent, ont déjà travaillé sur ces modèles-là. C'est vrai que cette référence au modèle, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant en formation parce que ça permet de sortir des histoires personnelles et de se rendre compte que parfois, on a des différends, on a des conflits, soit dans les équipes entre professionnels, soit avec les parents, qui ne viennent pas du fait qu'on ne s'entend pas ou qu'on n'est pas capable de travailler ensemble, mais qui viennent du fait qu'inconsciemment, on se réfère à un modèle ou à un autre. Un collègue, par exemple, se réfère sans s'en rendre compte au modèle cloisonné, ou des parents d'élèves dans un conseil d'école se réfèrent au modèle cogestionnaire.
Donc, on a toutes sortes de possibilités de prendre du recul en se référant à ces modèles. Alors, cette coéducation, donc, pour la construire, on va s'appuyer sur des idées. Et ça, c'est vraiment très important parce que donc ça, si je baisse le son sur le PC dans l'enregistrement, c'est baissé aussi? Alors, il faut éteindre le micro, sauf si on se passe 20. Séverine, elle. Ah, pardon. Oui, Séverine, il faut que tu éteignes ton micro. Ben, voilà, ça c'est fait. Parfait, c'est bon. Merci. Donc, je vais vous décliner quatre idées dont on pourrait parler longtemps pour chacune, mais l'important de retenir, c'est que ces idées-là, ce sont des idées qui sont contestables et contestées par certains, et discutables en tout cas, qui peuvent faire débat, qui peuvent faire controverse. Et tout le monde n'adhère pas à ces idées, mais pour autant, elles sont indispensables pour construire de la coéducation ou de la coopération avec les parents. Donc, la première de ces idées, c'est le fait que famille et école sont complémentaires pour éduquer et instruire. Vous voyez que dans le modèle cloisonné, on a quand même dans l'idée que l'école est là pour éduquer, que l'école est là pour instruire et que les familles sont là pour éduquer. Et mon lapsus prouve qu'en fait, bien entendu, les choses ne sont pas si simples que ça. Bien sûr que la famille instruit, puisque de toute façon, tout parent apprend des choses à son enfant. Alors aujourd'hui, avec la société hypermédiatisée que l'on vit, bien entendu que beaucoup de temps d'instruction se passe aussi en famille, ne serait-ce que dans l'éducation informelle, dans les moments informels, et dans le suivi scolaire aussi, bien entendu. Et bien sûr que l'école éduque, puisqu'elle transmet des valeurs. Donc, cette coéducation est vraiment basée sur cette complémentarité entre éduquer et instruire, et non pas sur une répartition des tâches. Vous voyez que c'est des choses qui sont quand même au quotidien des écoles souvent discutées, puisque souvent les enseignants disent « Ah ben ça, c'est pas à moi de le faire, c'est quand même pas à moi d'apprendre la politesse aux enfants, ça serait aux parents de le faire, etc. » Alors, c'est des choses qui se discutent à chaque fois, point par point, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on a un cloisonnement de missions. La deuxième idée, c'est que, justement, je vous le disais tout à l'heure, le dialogue entre les différentes sphères éducatives est souhaitable pour l'enfant. Ça va être plus facile pour l'enfant de grandir si les sphères éducatives discutent, se connaissent, dialoguent. Et il est également utile pour les éducateurs, c'est-à-dire qu'il est utile pour un éducateur de savoir ce que l'enfant vit dans une autre sphère éducative. Là aussi, c'est quelque chose qui est discutable et contestable. Certains pensent que c'est plus facile de cloisonner, c'est l'idée, si vous voulez, de l'école sanctuaire, et que l'enfant est protégé, finalement, si on cloisonne de manière un peu étanche chacune des bulles dans laquelle il grandit. Donc, c'est difficile de faire la coéducation si on pense qu'il faut étancher les différentes bulles. La troisième idée, c'est que la compétence parentale est partagée par tous dans une diversité de postures éducatives, qui sont celles de notre société plurielle. Alors là aussi, la confiance dans la compétence parentale, c'est quelque chose qui est indispensable pour mettre en œuvre de la coéducation. Et pour autant, ce n'est pas toujours quelque chose de partagé, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les salles de professeurs, par exemple, des propos que vous avez sans doute entendus, estimant que tel parent n'est pas capable d'éduquer ses enfants. Donc, bien entendu qu'un certain nombre de parents rencontrent des difficultés pour élever leurs enfants, mais un parent qui met au monde un enfant va se débrouiller coûte que coûte pour l'élever, il va avoir un certain nombre d'aides dans la société, et le parti pris de la coéducation, c'est de reconnaître cette compétence parentale, de la même façon qu'on reconnaît l'éducabilité en tant qu'enseignant vis-à-vis de nos élèves. Et puis la quatrième idée, c'est que cette relation coéducative, elle va se construire dans la diversité des démarches pédagogiques qui sont celles de notre école publique française, également des autres démarches pédagogiques en dehors de l'école, faites par tous les tenants de l'éducation populaire, du loisir et du sport, et puis la diversité des démarches éducatives dans la famille. Donc du coup, l'enfant, il est dans une situation de diversité, il n'est pas dans une situation de modèle unique. Et donc la coéducation rentre dans cette problématique de diversité. On y reviendra tout à l'heure pour les dilemmes. Du coup, ces idées-là, elles nous obligent à considérer la relation école-famille comme une relation de réciprocité qui va être compliquée à construire et surtout qui va se poser des problèmes de limite. Jusqu'où est-ce qu'on va pour cette coéducation? Alors, 3 principes vont nous aider pour mettre cette coéducation en pratique et pour nous changer nos postures professionnelles dans la manière d'aborder cette coopération, coéducation. Il est intéressant de voir, je vous parlais du prescrit tout à l'heure, que ces 3 principes sont expliqués notamment dans le guide méthodologique pour la mise en place de lieux accueil parents qui a été fait par le ministère et qui reprend ces 3 principes
qui au départ ont été mis en avant par des chercheurs ou par des philosophes. Alors, le premier principe, c'est le principe d'explicitation. Donc, pour coéduquer, il faut se comprendre et il faut se connaître. Et pour ça, il faut se parler. Donc, en ce qui concerne l'école et la famille, les enseignants vont devoir expliciter le fonctionnement de l'établissement, les modalités pédagogiques, le déroulement de la scolarité, ne pas considérer que les parents vont comprendre entre les lignes tout ce qu'ils doivent comprendre. C'est aux professionnels d'expliciter. Mais de la même façon, tout professionnel, si on veut pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cours de judo de notre enfant, il va falloir que le professeur explicite ce qui s'y passe et quelles sont les règles. Sinon, on pourra accompagner notre enfant au cours de judo, mais on ne pourra pas coéduquer avec le professeur. Et de la même façon, les parents seront invités à se saisir des instances de dialogue et donner les éléments nécessaires à l'accompagnement de leurs enfants. Expliciter si l'enfant a des problèmes de santé, expliciter quelles sont les langues parlées à la maison, expliciter les conditions dans lesquelles l'enfant travaille, par exemple, à la maison. Un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à coéduquer. Le deuxième principe, donc, principe de coopération, au centre de notre propos d'aujourd'hui, qui signifie, alors on va retrouver des définitions qu'on donnait Sylvain Aconac ce matin, hein, ça signifie faire œuvre commune. J'ai beaucoup aimé ce matin dans la définition désir et générosité. Alors effectivement, on va retrouver ici aussi désir et générosité d'un point de vue humain, entre adultes et entre professionnels et parents, qui suppose pour chaque partie de prendre en considération l'autre et ensemble d'œuvrer pour un partage. Alors ici, on est à l'école, donc ça va être un partage autour de la scolarisation des enfants et de l'évolution positive du parcours scolaire. Donc, ce n'est pas un partage sur tout et n'importe quoi, on n'est pas là pour être dans une fusion et pour partager tout, mais en tout cas, une œuvre commune pour ce parcours-là. Le troisième principe qui est vraiment extrêmement important, c'est le principe de parité d'estime et de reconnaissance. Je mets les deux ensemble, donc ce sont des principes qui nous viennent pour la reconnaissance d'un philosophe qui s'appelle Axel Honneth, et puis pour la parité d'estime d'un sociologue qui s'appelle Gaston Pinault, et qui ont donc élaboré ces concepts, qui sont des concepts extrêmement importants et intéressants, et qui nous permettent de se dire que ce contact, cette communication, cette coopération vont se fonder donc sur un respect mutuel, sur une reconnaissance. Pour ça, chacun doit reconnaître l'autre dans sa spécificité, dans ses compétences et sans jugement. Alors, c'est le plus difficile, c'est-à-dire c'est se parler, se connaître, coopérer, sans pour autant juger l'autre. C'est-à-dire que la parité d'estime, c'est une posture qui ne cherche ni le pouvoir de l'un sur l'autre, ni la fusion dans un avis unique. Donc, la coéducation, ce n'est pas de confondre nos actions et de se dire ce qu'on doit faire. Il est hors de question qu'un professeur dise à un parent ce qu'il doit faire à la maison, ni qu'un parent dise au professeur ce qu'il doit faire en classe. Mais on n'est pas non plus là pour être toujours tous d'accord et pour avoir uniquement le même avis sur toutes les choses, puisque nous n'avons pas les mêmes compétences. De la même façon, le parent va reconnaître l'expertise du professeur, en tout cas c'est ce qu'il lui est demandé, et le professeur va reconnaître l'expertise parentale, parce que personne d'autre que le parent n'a accompagné l'enfant depuis sa naissance. Donc, il a une expertise irremplaçable que le professeur ne peut pas avoir, et inversement. Alors, cette parité d'estime, c'est quelque chose qui, personnellement, dans mon expérience, m'a fait beaucoup avancer pour mieux comprendre où je devais aller, où je pouvais aller dans cette coopération avec les parents. Alors, donc, j'ai fini la première partie un petit peu sur les éléments de définition. Rachel, est-ce qu'il y a des remarques dans le chat ? Non, les gens sont assez sages, en fait. Je pense qu'ils t'écoutent religieusement. Ok, Alors, religieusement, c'est pas la bonne posture. Hein. Non, il y a des remarques, mais c'est plus des réactions comme ça sur le fait notamment que, voilà, en fait, je précisais que ça rejoint un peu notre travail de chantier parce qu'il y avait Marie-Pierre, si je ne dis pas de bêtises, qui disait que, en fait, souvent, les enseignants n'expliquent pas parce qu'ils estiment que ça revient à se justifier. Et donc, il y avait une petite discussion qui s'était lancée là-dessus, que expliquer ces pratiques, ce n'est pas les justifier. Il y a, je pense, derrière une notion de mise en danger aussi. Les enseignants qui peut-être ont peur que s'ils expliquent ou s'ils explicitent ce qu'ils font en classe, ça les mette en danger vis-à-vis des parents. Donc, il y avait une petite discussion qui s'était lancée là-dessus. Et là, je voyais une dernière remarque qui vient juste d'arriver. Ah oui, c'est Céline H qui nous dit, donc qui est au collège et qui nous dit que c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, je suppose que c'est
cette coéducation au niveau du collège, parce que beaucoup d'élèves sont laissés seuls ou arrivent à manipuler les parents en transformant les faits. Donc oui, peut-être une problématique qu'on a moins dans le premier degré. Alors, merci Rachel. Non, non, ça me donne vraiment matière. Je vais répondre. Donc, sur la question, effectivement, de expliciter, justifier, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va beaucoup discuter dans le chantier. Donc, je voudrais dire que le chemin, personnellement, le chemin que j'ai fait justement pour aller vers la coéducation, c'est celui d'une grande étape que j'ai appelée pour moi, personnellement, le deuil de l'acquiescement systématique. Et j'ai expliqué aussi aux collègues du chantier. C'est-à-dire que je suis petit à petit arrivée au principe que quand je vais expliquer quelque chose aux parents, je ne cherche pas à ce qu'ils m'approuvent. Je veux dire par là que si on se place, pour ça que le fait de mettre ensemble les différentes casquettes, personnellement, m'a beaucoup aidée. En tant que parent, je me suis bien rendu compte que les enseignants de mes enfants me disaient des choses très différentes les unes des autres. Un enseignant de CP va dire l'inverse de celui du CE1, et puis l'enseignant de français va dire l'inverse de celui d'anglais sur des points méthodologiques, par exemple, des points pédagogiques, des points de règles de vie, des manières de vivre les projets. Et chacun de ces enseignants me demande de lui faire confiance. Donc finalement, je pense que ce que va devoir faire le parent, c'est d'arriver à faire confiance aux enseignants, mais pas forcément d'être toujours d'accord avec lui. En fait, moi, je suis arrivée à la conclusion que si on veut que les parents soient toujours d'accord avec nous, on leur dénie un peu leur capacité de penser. Vous voulez, je prends souvent la comparaison avec un écrivain ou un cinéaste, celui qui écrit un livre ou qui fait un film, il ne pense pas que toute la critique unanimement va lui dire que ce qu'il fait, c'est formidable. Il sait que certaines personnes vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, il va se placer dans un certain courant, on va comparer avec ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Finalement, nous les enseignants, on est des artistes, on crée des choses. Il faut se départir de l'idée que les parents vont toujours applaudir de demain et nous dire que tout est formidable. Un parent a bien le droit de penser qu'une pédagogie plus traditionnelle convient mieux à son enfant ou qu'un projet de classe de découverte, ce n'est pas du tout la mission première de l'école, ou que sais-je. Chaque fois que nous présentons un projet aux parents, nous leur demandons de nous faire confiance, mais si on s'enlève de la tête qu'on va leur demander de nous dire qu'ils prouvent que c'est formidable, bien finalement, on est plus zen. Enfin, moi, j'ai appris petit à petit à être plus zen et à expliquer ce que je faisais, même justifier dans le sens de donner les raisons, expliquer le système sur lequel je m'appuie, les valeurs sur lesquelles je m'appuie, la logique interne de mon projet, mais en étant consciente qu'un autre enseignant a un autre projet que moi et qu'il va lui aussi demander confiance. Donc, du coup, parfois, il m'est arrivé de dire aux parents, écoutez, votre projet, le projet que je vous explique, peut-être qu'il ne vous convient pas tout à fait, je vous demande de me faire quand même confiance, puis l'année prochaine, l'enseignant, votre enfant aura un autre enseignant, peut-être que ça conviendra mieux. Et en fait, du coup, en avançant vers cette comment dire, plénitude de la liberté pédagogique que nous avons et de se dire que l'explicitation ne nous empêche pas d'agir, mais au contraire, elle donne aux parents des clés et peut-être qu'elles peuvent leur donner aussi des clés de la confiance sans toujours tout approuver. Et c'est vrai que c'est un chemin qui est à la deuxième partie, qui est plus de rentrer dans le concret. Donc, du coup, en partant de ces principes-là, donc de cette responsabilité éducative partagée, de comment la mettre en place, on va rentrer un petit peu dans l'opérationnel. Alors, d'abord, il est important de se dire que alors je me place toujours dans le système de l'école publique française actuelle, en sachant que ça change, hein, dans l'histoire ça a changé, on le voit, ça change selon les pays et que ça pourra encore changer de notre école. Mais j'ai essayé de résumer un petit peu aujourd'hui quels sont les droits, les devoirs et les libertés des parents. Et parfois, on n'est pas tout à fait au clair là-dessus. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec des parents de la FCPE et de me rendre compte que ce n'est pas toujours très clair. D'ailleurs, mon propre tableau peut être aussi à bouger, mais en tout cas, c'est le point auquel je suis arrivée aujourd'hui. Donc, les parents ont le droit, d'une part, d'éduquer leurs enfants comme ils le choisissent. Les parents, les enseignants, parfois l'oublient, bien entendu, dans le respect des lois, dans le respect de la prévention de l'enfance, etc. Il y a un certain nombre de lois qui encadrent cela. Et à l'école, ils ont le droit d'être bien accueillis, bien informés. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont toujours. Donc, ils ont des représentants de parents pour défendre ces droits-là. Ils ont le droit d'être associés, mais uniquement au parcours de l'élève, uniquement si l'enfant est dit à besoin particulier. C'est important à dire, hein, parce que finalement, le parcours de l'élève, c'est quand même les enseignants aujourd'hui dans l'école qui en sont garants. Et ils ont le droit d'être associés à l'orientation, aux décisions d'orientation pour tous. Et ils ont le droit d'être représentés dans les instances représentatives. Quels sont leurs devoirs?
Alors, à la maison, ils ont un certain nombre de devoirs qui tiennent au code de l'autorité parentale et aux lois françaises, hein, de veiller à la sécurité, aux soins, à l'éducation de leurs enfants. Et ils ont le devoir de suivre le parcours scolaire. Donc, ils ne peuvent pas ne pas du tout s'intéresser. Ils doivent signer, ils doivent suivre. Et puis, à l'école, ils doivent faire respecter le règlement intérieur, signaler les absences, viser les résultats, donner leur avis pour l'orientation. Donc, et puis, on leur demande d'utiliser les dispositifs qui sont proposés, de ne pas communiquer, par exemple, à tort et à travers, en dehors du cadre qui est mis en place par l'école. Et c'est important de voir la dernière colonne, la colonne des libertés, c'est-à-dire que les parents peuvent ou pas, librement, s'informer, prendre en compte les informations que l'école leur donne, s'impliquer, participer. Ils ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent se présenter aux élections et voter, ils ne sont pas non plus obligés. Ils peuvent s'exprimer, faire des propositions via leurs représentants. C'est vrai que l'école aujourd'hui ne donne pas spécialement aux parents, sauf si c'est l'enseignant qui en prend l'initiative, s'exprimer sur l'école, hein, je vous disais, ce n'est pas l'école co-gestionnaire. Et ils peuvent choisir leur degré d'implication, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre le parcours, mais ils peuvent très bien rester loin de l'école s'ils le souhaitent. Et ils peuvent poser autant de questions qu'ils veulent, demander d'informer, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à être co-gestionnaires. Donc, dans une certaine mesure, ils peuvent choisir leur degré d'implication. Et c'est important de le rappeler parce que parfois, les enseignants sont sur un modèle de parent idéal qui est ni trop près ni trop loin. En vérité, le parent peut choisir la distance à laquelle il se met de l'école. Et les professionnels de l'éducation, eux, de leur côté, donc les enseignants et les autres professionnels, ils ont le droit de choisir leur méthode pédagogique dans le respect des lois et des programmes. Et ils ont le droit d'être informés par les parents sur un certain nombre d'informations, le statut parental, par exemple, si le mode de vie des parents, le parcours scolaire de l'enfant, les absences, dans une certaine mesure, en fonction du secret médical, sur des problèmes médicaux de l'enfant. Mais c'est aussi les parents qui décident, au-delà de ça, ce qu'ils vont donner comme information aux enseignants. Les enseignants, dans le cadre législatif actuel, enfin, le cadre des instructions, doivent considérer le parent comme un partenaire éducatif. Ils doivent, bien entendu, dans le cadre du règlement intérieur, mettre en place des dispositifs d'information. Donc ça, ce n'est pas au choix. Hein. On doit informer les parents. Ils doivent associer les parents aux décisions d'orientation et au parcours scolaire dans certains cas. Et ils doivent dialoguer si les parents font la demande. Donc là, c'est ce qui est vraiment donné comme l'institution. Par contre, la colonne en rouge, c'est ce qui est la marge de manœuvre des enseignants. Ils peuvent décider du format et du contenu des dispositifs. C'est l'enseignant qui décide, qui va rencontrer les parents individuellement, comment il va organiser sa réunion de parents, tout ce qu'il organise, c'est lui qui le décide. Ils peuvent décider d'aller plus loin que ce que les textes lui demandent, hein, par exemple, de ne pas attendre que les parents demandent pour les rencontrer. Et puis, du coup, l'enseignant va choisir la place de la coéducation dans le projet de la classe, de l'école ou de la structure. C'est important, cette marge de manœuvre, et parfois, c'est compliqué pour les parents, parce que si l'enseignant décide de ne pas aller très loin dans la coéducation, les parents n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour en demander plus, en fait. Bien que le texte en donne quand même pas mal actuellement. Hein. Voilà, donc ça me semblait une clarification quand même importante, cette question de droit, de devoir et de liberté. Alors, pour autant, on le sait, ce n'est pas si facile de devenir un professionnel coéducateur. J'ai listé ici un certain nombre de difficultés qui ont été montrées alors, par beaucoup de témoignages, par des recherches aussi des chercheurs et des associations qui ont témoigné sur ces sujets-là. Construire cette posture de parité d'estime, c'est un chemin individuel, aller vers le non-jugement. Ça n'est pas facile, d'autant plus qu'on manque de formation pour cela. Puis, on a besoin aussi d'une certaine assurance professionnelle pour être prêt à cette parité d'estime. Mettre en place des dispositifs et les considérer comme des gestes professionnels, ce n'est pas évident. Mais pour autant, mettre en place la coopération avec les parents, c'est autant un geste professionnel que préparer sa classe ou qu'évaluer ses élèves. Faire avec le prescrit et en même temps avec le projet de chaque classe ou de chaque établissement. Et puis, gérer les peurs, les malentendus, les conflits. On voit que les enseignants ont peur du jugement des parents et il y a de nombreux malentendus, de nombreux conflits avec les parents et ça prend de l'énergie, ce n'est pas du tout facile. Bien se dire que pour les parents d'élèves non plus, ce n'est pas facile. Devenir parent d'élèves, on sait que quand des parents ont leur premier enfant et qu'ils arrivent à l'école, ils passent de parents à parents d'élèves. Et c'est toute une panoplie, tout un tas de codes à apprendre qui ne sont pas du tout faciles. Il va falloir apprendre le mode d'emploi en se disant que le mode d'emploi de l'école publique française n'est pas celui que les parents ont connu quand ils étaient enfants, n'est pas encore moins s'ils étaient dans un autre pays.
Ça n'est pas le même que l'école privée dans laquelle d'autres mettent leur enfant, par exemple. Donc, chaque école a son mode d'emploi qui est plus ou moins explicite. D'autre part, il y a le cadre de l'école publique et le cadre de ma propre école. Souvent, quand je discute avec des parents, ils disent « Mais pourquoi dans cette école on fait ça et dans cette école on fait ça ?» Et c'est très compliqué pour les parents de comprendre ce qui relève de la liberté du projet de chaque école et ce qui relève de choses qui finalement ne sont pas dans les cadres. Du coup, les parents doivent comprendre ce qui est attendu, ce qui est possible, quelle est la marge de manœuvre. Parfois, ils se sentent assignés à une coéducation, à une coopération. Un certain nombre de chercheurs comme Pierre Perrier ont interrogé les parents dits invisibles qui ne participent pas à l'école. Et on s'est rendu compte que finalement, cette coéducation à laquelle on les invite est parfois contre-productive parce que certains parents ne comprennent pas ce qu'on leur demande, ils se sentent dans l'incompétence pour y répondre. Et finalement, on croit bien faire et puis on produit des choses qui font le contraire. Donc, extrêmement complexe du côté des parents aussi, qui eux aussi ont peur d'être jugés, peur de ne pas bien se comporter, peur qu'on les assigne à éduquer leur enfant autrement que ce qu'ils voudraient, ce qui crée énormément de malentendus. Donc, de la même façon que ce matin, Sylvain a dit que ce n'est pas parce qu'il y a des dérives et des risques à la coopération qu'on va y renoncer, eh bien, on sait qu'il y a des dérives, des risques et des difficultés à la coéducation, mais ce n'est pas pour ça qu'on va y renoncer. Donc, concrètement, la coéducation, comme la coopération en tant que pratique pédagogique dans une classe, c'est un système. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut mettre en place un dispositif ou un autre et que c'est toujours intéressant, mais pour que la coéducation produise des effets d'apaisement et de coopération avec les parents, il est intéressant d'avoir un certain nombre de dispositifs qui font système. Alors, souvent, on n'en a pas forcément conscience, mais quand on demande aux enseignants ce qu'ils font en matière de relations avec les parents, on peut trier ces dispositifs, en gros, en quatre grands objectifs, qui sont accueillir, informer, dialoguer, impliquer. Et il me semble que ces objectifs ont, alors je reviens aussi à ce qu'a expliqué Sylvain ce matin dans son tableau où il montrait les différents dispositifs de coopération, il y en a certains qui sont quand même un peu plus évidents, un peu plus premiers, on va dire, et puis d'autres qui sont un peu plus complexes. Et à mon avis, il est important déjà d'accueillir les parents, de les informer et de dialoguer avec eux pour qu'ils puissent s'impliquer. C'est un peu le socle. Alors, je vais rapidement les balayer chacun de ces objectifs. Alors, bon, ça fera bien sûr appel à beaucoup d'expériences que vous vivez. Donc, accueillir, c'est le premier grand objectif. Alors, c'est une action qui est décisive. C'est là que se joue dans l'informel la confiance qui va se construire. On sait bien que quand on arrive dans un endroit nouveau, chacun de nous le vit quand on arrive quelque part pour une activité nouvelle, par exemple. La manière dont on est accueilli la première fois, c'est extrêmement important. Alors, c'est peut-être d'autant plus important quand on a affaire à des personnes qui ne maîtrisent pas l'écrit ou qui viennent de cultures dans lesquelles l'accueil chaleureux et convivial est plus important que dans notre propre société. En tout cas, ce moment de l'accueil, la première fois qu'on se voit, mais aussi tous les jours, et aussi au téléphone, est quelque chose d'extrêmement important. C'est là aussi où on va installer le cadre. C'est là où on va pouvoir faire passer le message que voilà, dans telles conditions, on peut communiquer, mais il y a un certain nombre de cadres, il y a des horaires, il y a des lieux, il y a des règles, et qu'il va falloir les respecter. Alors, c'est compliqué de faire cet accueil, c'est compliqué parce qu'on manque de temps, parce que ce n'est pas toujours notre priorité. Notre priorité, ça va être les élèves. On sait bien que dans les écoles, on manque de personnel, de décharges pour les directions, etc., pour cet accueil. Et puis, il y a parfois des décalages et des incompréhensions culturelles en fonction de ce qu'on attend de l'accueil. Et pour autant, cet accueil, quand on en fait un geste professionnel, quand on y met une dimension humaine, il est, à mon avis, extrêmement porteur de coéducation. Donc, je me suis un petit peu arrêtée sur l'accueil parce que ça me paraît vraiment très important. Le deuxième grand objectif, c'est informer. Donc, informer, on a vu que ça existe déjà dans le modèle cloisonné, hein, c'est l'incontournable, l'obligatoire qui est mis en place dans tout le fonctionnement, avec un certain nombre d'écrits qu'on connaît bien, mais aussi des informations orales qui sont données au quotidien, alors surtout en maternelle, mais plus on grandit, plus ces informations orales vont être du coup avec l'enfant ou l'élève comme messager. Et puis, bien entendu, également dans un certain nombre d'instances, comme la réunion de rentrée, que je n'ai pas remise là, mais qui est vraiment très importante, le conseil d'école ou un certain nombre d'autres réunions d'information. Donc, les enjeux de ces moments d'information,
ça va être la lisibilité. De quelle manière est-ce que l'information est au service réellement de l'explicitation? C'est le moment où on va donner les codes de l'école, où on va expliquer des choses, où on va permettre aux enfants, aux parents, non seulement de fonctionner, mais de comprendre. Et Pierre Perrier nous dit que dans cette information, on a également un enjeu de justice. Et cet enjeu de justice, il va être autour de est-ce qu'on prend en compte les parents qui ne vont pas forcément comprendre les informations, surtout quand elles passent par l'écrit. Donc, quels moyens on se donne pour que les informations puissent réellement passer à tout le monde et être compris par tout le monde. Alors, on pense très fréquemment aux parents allophones qui ne maîtrisent pas la langue française, mais pensons aussi tout simplement à ceux qui ne maîtrisent pas notre vocabulaire, notre jargon. Bon, tout à l'heure, Marie en parlait par exemple par rapport à l'OCCE. Comment est-ce qu'on fait comprendre aux parents ce que c'est que la coopérative scolaire? C'est toute une difficulté finalement de s'adresser à des parents qui ne connaissent pas les codes. Alors là aussi, il y a des problèmes, on manque de temps, on a des problèmes d'efficacité. Parfois, certains parents ne maîtrisent pas les codes, mais d'autres sont surinformés, sont submergés d'informations, comme nous, on l'est tous avec nos mails, nos SMS et le reste. Et donc, quand les choses n'arrivent pas forcément, il faut se dire que ce n'est pas toujours par mauvaise volonté. Du coup, là aussi, comme pour l'accueil, c'est en professionnalisant cette tâche d'information, en s'appuyant aussi sur un certain nombre de partenaires, qu'on va s'en sortir, et puis aussi en multipliant les canaux, c'est-à-dire en utilisant, par exemple, à la fois l'écrit et l'oral, en se disant qu'il ne suffit pas d'avoir donné un mot, mais qu'il faut également l'expliquer. Voilà, c'est vrai que l'information, à mon avis, l'information, pour qu'elle devienne coéducative, elle demande d'y mettre de l'énergie, de se dire, voilà, de regarder comment on informe, quels mots on a employés pour que ça arrive à son but. Le troisième grand objectif, qui est celui du dialogue, donc là, moi, c'est celui que j'appelle le terreau de la coéducation, parce que c'est là où se joue la parité d'estime. Alors, il y a souvent des petits glissements, bien sûr, entre information et dialogue. Par exemple, est-ce qu'une réunion de rentrée est un temps de dialogue ou un temps d'information? C'est une question qui se pose dans le chantier 63. Mais de la même façon, quand on met un mot dans un cahier de liaison, par exemple, pour informer un parent que l'enfant a eu une sanction, est-ce qu'on est dans une information ou dans un dialogue? Si on est dans une information, eh bien voilà, dans un dialogue, il faut être prêt à recevoir la réponse. Si on demande aux parents de signer, qu'est-ce que ça signifie de signer? Est-ce que c'est je signe, ça veut dire que j'ai vu, ou est-ce que c'est je signe, j'acquiesce? Vous voyez qu'il y a un tas d'ajustements à se faire, à mon avis, entre information et dialogue. Et puis, il y a des moments qui sont des vrais moments de dialogue, comme les entretiens individuels qu'on a avec les parents, soit de manière systématique. Alors, bon, moi, j'ai fait tout un travail sur la question des entretiens individuels systématiques qui me semble extrêmement productif de coéducation quand on rencontre tous les parents plusieurs fois par an et en dehors d'enjeux d'évaluation. Mais il y a également tous les rendez-vous de régulation qu'on a suite à un incident ou dans diverses occasions quand on rencontre les parents à leur demande ou à la nôtre. Et puis toutes les instances comme les équipes éducatives. Alors là, je n'ai pas parlé du collège, mais effectivement, les équipes de suivi de scolarité pour les enfants porteurs de handicap, et puis les instances comme par exemple les équipes de suivi au collège ou les conseils de discipline qui doivent normalement être également des espaces de dialogue. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé sur ces instances-là pour regarder comment permettre que ça soit réellement un lieu d'expression pour les parents, notamment en leur permettant de parler d'abord ou en leur permettant de choisir qui pourrait venir avec eux à l'entretien, avec les phénomènes de traduction. Enfin, il y a beaucoup de choses à réfléchir pour arriver à une réciprocité et à, disons, une approche systémique, c'est-à-dire de voir l'ensemble de la situation de l'enfant pour justement arriver à cette parité d'estime et à ce non-jugement. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe, mais qui, à mon avis, est extrêmement intéressant et une vraie belle aventure de se lancer dans cette recherche vraiment de la responsabilité éducative partagée dans ces temps de dialogue. Et puis, le dernier stade, on va dire, de la coéducation, c'est l'implication. Alors, je vous ai dit au début qu'elle était facultative. C'est vrai que les parents peuvent souhaiter s'impliquer dans l'institution scolaire, mais peuvent aussi souhaiter faire, disons, je dirais le minimum de s'informer, de participer à l'orientation sans s'impliquer. Donc ça, c'est vraiment à leur choix. En même temps, lorsqu'on arrive à cette implication, on arrive vraiment à un enrichissement mutuel et à un partage. On verra tout à l'heure avec le petit film que je vais vous proposer. Alors, cette implication, elle a beaucoup de strates. Donc, moi, j'y ai vu 4 niveaux. Donc, la participation institutionnelle, qui est la première à laquelle on pense avec les conseils d'école ou les conseils de classe, les conseils d'administration au collège, donc pour lesquels on a des parents élus
qui participent. Alors ça, c'est tout un sujet en soi qu'on pourrait développer. Il y a un autre strate de participation qu'on connaît bien, qui est la participation conviviale, donc les fêtes d'école, qui sont souvent à l'initiative des parents, mais pas seulement, et tous les moments conviviaux qu'on met en place dans l'école et qui manquent cruellement en ce moment avec toutes les mesures sanitaires, qu'il ne faut pas déconsidérer, ces moments conviviaux, parce que ce sont des vrais moments de coéducation dans lesquels il se joue également beaucoup de choses. Une autre strate qui est la participation pédagogique. Donc là, c'est tous les moments où l'école met en œuvre un certain nombre d'outils pour faire comprendre l'école aux parents. Par exemple, en ayant des cahiers interactifs, c'est surtout en maternelle où on propose aux parents de participer, quand on ouvre la classe pour des portes ouvertes, quand on invite les parents même à accompagner une sortie, à chaque fois qu'on leur permet de mettre le pied dans la classe en participant de manière à mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais là, dans la participation pédagogique, l'enseignant reste vraiment le garant de ce qui… Enfin, le garant, il est toujours le garant, mais reste garant du contenu de ce qui se passe. Et la dernière partie, qui est la participation culturelle, c'est toutes les choses qui sont mises en place pour faire rentrer la culture des parents dans l'école. Donc, c'est tout ce qui est organisé dans un certain nombre d'écoles, autour des langues d'origine des parents, autour des différentes cultures qui sont en place. Alors, ça se fait plus dans les quartiers d'éducation prioritaire, mais c'est quelque chose qui est intéressant à faire, à mon avis, dans tous les milieux. Il peut se faire autour des métiers des parents, autour des passions des parents, autour des parents qui sont artistes. Il y a énormément de choses. C'est l'idée de considérer les parents comme étant propres à apporter du savoir dans l'école. Et en ouvrant l'école aux cultures des parents, finalement, on leur donne une place également non pas d'appreneurs, je ne sais plus le mot, en tout cas d'être partie prenante dans les apprentissages de leurs enfants élèves. Donc voilà la dernière strate qu'on pourrait vraiment faire une intervention en soi. Oui? Oui, on a une question du coup de Céline du 37 qui parlait des marchés de connaissances et qui demandait justement dans quel espace c'était ce marché de connaissances et elle proposait que ça rentre dans cet espace de participation culturelle. Donc le marché de connaissances va être la participation culturelle. Alors quand j'ai séparé pédagogique et culturel, bien entendu que c'est mélangé, hein, parce que c'est toujours les enseignants qui sont garants du dispositif pédagogique. Donc, vous verrez, par exemple, tout à l'heure dans le film, un dispositif qui a été proposé pour une forme de participation culturelle. Bien entendu, c'était moi, en tant qu'enseignante, qui ai mis en place. Donc, ça va être les enseignants qui vont mettre en place le marché des connaissances, qui sont les garants pédagogiques du moment. Et bien entendu, un marché des connaissances dans lequel on fait participer les parents, c'est ce type de participation. Et c'est extrêmement intéressant. Il y a également des fêtes des langues qui peuvent être faites autour des langues des parents. Bon, il y a fêtes du livre. Enfin, il y a énormément de formes différentes qui peuvent être envisagées. Et dans la même idée, il y a Gwenaëlle qui explique que des parents lui ont parlé d'un projet dans lequel ils sont invités à venir passer une journée dans la classe pour voir le fonctionnement de la classe. Et elle demande ce que tu en penses. Alors, donc là, on est dans la participation pédagogique. Donc, moi, je trouve extrêmement intéressant ce type de, effectivement, qu'on peut appeler porte ouverte, faire venir les parents dans la classe. Ça a beaucoup de vertus, en fait, hein, de permettre aux parents de comprendre comment fonctionne la classe, comment fonctionnent les apprentissages, comment fonctionnent les méthodes. Par exemple, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites au CP, de proposer aux parents de faire la petite souris et de venir voir des séances de lecture. C'est extrêmement enrichissant pour les parents pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils peuvent aider aussi leur enfant à la maison. Alors, ce que j'en pense, c'est, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le deuil de l'acquiescement systématique. C'est-à-dire que les enseignants ont souvent peur de ces moments dans lesquels les parents vont venir voir ce qui se passe en classe. C'est vrai que c'est fragilisant, hein, c'est pas facile de se montrer, de s'exposer comme ça au regard des parents. À mon avis, ce qui est très important, c'est de bien se dire que le parent, il a le droit de penser que ça ne lui plaît pas. Et c'est très compliqué d'accepter ça. Si vous voulez, par exemple, je prends souvent, il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit, à deux âges différents. Quand on est, par exemple, en petite section de maternelle, on dit souvent qu'élever un jeune enfant, c'est tenir et lâcher. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit tenir notre enfant pour le mettre en sécurité, lui expliquer les cadres parce qu'il n'est pas encore capable de le faire. On doit obligatoirement lui lâcher la main pour qu'il puisse grandir et s'exprimer. Et finalement, chacun met le curseur à des endroits différents. Et quand des parents viennent m'observer dans ma classe, par exemple, quand ils venaient en petite section, je me disais, certains vont trouver que je tiens trop. Certains, peut-être, ont une manière d'éduquer beaucoup plus permissive et ils vont trouver que vraiment, je mets des cadres qui sont très frustrants pour les enfants de cet âge-là.
Et puis certains vont trouver que je lâche trop. Ils vont trouver que moi, voilà, c'est quand même étonnant, une enseignante qui donne autant la parole aux enfants, qui laisse les enfants décider, qui fait un conseil d'enfants avec des enfants si jeunes, peut-être pas en petite section, mais… Et du coup, je me dis, je dois me libérer de ça. Ce qui est important, c'est qu'ils voient que je mets le curseur à un certain endroit et que j'ai réfléchi sur ce que je lâche et ce que je tiens. Et eux, ils sont bien libres en tant que parents de tenir et de lâcher à un endroit différent. Et peut-être que de me voir, ça va leur permettre d'expliciter à leurs enfants à la maison, bah, écoute, à l'école, tu as le droit de faire ça, mais ici, c'est non. Ou bien à l'école, tu n'as pas le droit, mais ici, c'est oui. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences de règles entre les deux. Donc, voilà, c'est un exemple sur la maternelle. Autre exemple sur le collège. Il y a un collège à Vénissieux, à côté de Lyon, qui a fait l'expérience très courageuse d'ouvrir la classe aux parents et de proposer à des parents de filmer une séance de classe, la séance de classe à laquelle ils ont assisté, et ensuite de proposer aux parents de revoir des extraits et de librement dire ce qui les a étonnés ou ce qu'ils n'ont pas compris. Et on voit que les parents, quand ils sont en REP, sont extrêmement étonnés, par exemple, sur la marge d'autonomie qu'est laissée aux élèves dans la classe. Ils disent, mais il ne faut pas vous étonner s'ils sont dissipés, puisque vous les laissez se lever, vous les laissez parler entre eux, vous les faites travailler en groupe. Ben, moi, ce n'est pas ma conception de l'école. En fait, c'est normal que les parents disent ça. Ils ont bien le droit d'être un petit peu à distance du modèle pédagogique qu'on met en œuvre. Ce n'est pas celui qu'ils ont connu enfant, ce n'est pas celui auquel ils se sont identifiés, ce n'est pas celui qu'ils attendent de l'école. Donc, en montrant l'école telle que nous, on la conçoit, on ne doit pas poursuivre le but que les parents adhèrent à tout. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Voilà, sur l'ouverture. Pas d'autres questions, Rachel? Non, pas d'autres questions là, dans l'immédiat. Je pense que tu peux poursuivre. Très bien. Ben justement, on va en arriver au dilemme. Donc, ben, ça enchaîne vraiment très bien avec ce qu'on vient de se dire. Hein. Donc, ce que je vous propose, donc effectivement, dans cette coéducation, alors, on a le rêve de l'accord parfait. Hein. Je vous ai déjà parlé de la question de l'acquiescement systématique. En tout cas, ce qu'on espère, c'est une école apaisée dans laquelle tout le monde puisse vivre ensemble. Et bon, vous avez le petit dessin que vous avez sur cette diapositive, qui a été un dessin que m'a fait le plaisir de faire une maman d'élève de ma classe qui était graphiste, à partir de dessins que j'avais fait faire aux parents de ma classe, où je leur demandais de représenter leur famille. Donc, vous voyez sur le dessin de gauche, deux types de familles qui étaient dans cette école, et puis, bon, l'enseignante qui est au centre, l'enseignante idéale, qui fait régner la paix entre différentes familles. Et bien entendu, cette situation n'est pas toujours celle qui se produit dans les classes. Bon, on espère ne pas arriver jusqu'à la situation de l'autre dessin, mais on sait bien que c'est un petit peu compliqué souvent entre les parents et les enseignants. Donc, le dilemme auquel je vous propose de réfléchir, c'est comment agir en cohérence pour accompagner au mieux un enfant quand on constate qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas les mêmes façons de voir. Hein, on peut repenser à l'épisode extrêmement dramatique autour de Samuel Paty. Hein. Tout est parti d'un désaccord profond entre un parent et une expérience pédagogique qui se passait dans la classe. Et du coup, comment rendre compatible cette posture de reconnaissance de parité d'estime et la coéducation, quand parfois, ben, c'est un peu compliqué de se reconnaître mutuellement parce qu'on n'est pas d'accord. Alors, donc du coup, oui, sur cette question donc, de la gestion du désaccord, c'est quelque chose qui est vraiment, comme je vous disais, complexe. Et c'est vrai que quand on commence à travailler en coéducation, ben, on aimerait bien être toujours d'accord, puis on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Du coup, un certain nombre effectivement, d'une part, de chercheurs ont regardé des situations, puis d'autre part, je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur des philosophes qui nous aident à penser cette diversité, parce que finalement, cette acceptation de la diversité et le fait de faire du commun avec notre diversité, c'est une question de société. Hein. C'est la question qui traverse aussi les questions de la laïcité et qui traverse toute notre question du vivre ensemble, en fin de compte, dans la société. Du coup, un chercheur qui m'a beaucoup intéressée par ses écrits, c'est Michel van der Broek, qui est un Belge, qui a travaillé notamment sur la petite enfance et qui a regardé ce qui se passe par rapport à la diversité des manières de s'y prendre avec les très jeunes enfants. Et par exemple, lui, il a étudié les questions des jeunes mères issues de l'immigration qui entendent des conseils de professionnels avec leurs enfants dans la journée et puis le soir, qui téléphonent à leur mère ou à leur tante parfois qui est restée au pays et qui est quelqu'un qui a de l'ascendant sur elle et qui a une place d'autorité dans la famille et qui leur donne des conseils très différents de ce que la professionnelle a donné dans la journée. Et finalement, lui, il explique comment
Si les professionnels de la crèche ne désavouent pas l'autre autorité, et si un dialogue s'instaure autour de ces différences, ça permet à ces mères de faire une forme d'hybridation et d'accepter qu'elles sont arrivées dans une société dans laquelle il y a des éléments nouveaux d'éducation, mais qu'en même temps, elles ont un devoir de loyauté avec là où elles ont été élevées. Et finalement, il y a un rôle de levier des professionnels, comme il dit. Donc, il dit qu'accepter la diversité, ça implique de faire place au désaccord. Il va même encore plus loin en disant que ce désaccord, c'est la base du dialogue. Et j'ai beaucoup aimé ce que le groupe a dit en disant se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Dans un premier temps, ça peut être de dire, ben voilà, effectivement, on n'a pas la même façon de voir les choses. Vous savez, votre enfant, il fait avec ces deux avis. Donc, finalement, mettre l'enfant au centre et se mettre dans l'intérêt de l'enfant et l'aider finalement à ce que ce conflit de loyauté se transforme en une espèce d'acceptation d'une double loyauté, c'est-à-dire l'enfant, il peut être loyal envers les deux autorités auxquelles il a face si ces deux autorités se respectent tout en se disant qu'elles ne sont pas d'accord. Donc voilà, ce chercheur nous aide beaucoup à penser ça. Lui, il dit il faut briser le mythe de l'homogénéité. Donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis, donc, je vous ai parlé tout à l'heure à propos de la reconnaissance d'Axel Honneth. Lui, donc, il dit que, donc, il parle beaucoup, Axel Honneth, de notre société inégalitaire. Alors, bien sûr, on peut, sur un plan politique, social, lutter contre les inégalités, mais quand on est de toute façon dans une situation en tant qu'éducateur face à cette inégalité, pour que chaque personne dans cette société-là soit à égale dignité, hein, c'est aussi le travail d'ATD Carmonde, l'accès à tous de la dignité, il dit chaque sujet doit recevoir la possibilité de se percevoir dans ses qualités et ses capacités comme un élément précieux de la société. Je trouve que ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire ce parent qui entre en vociférant, à un moment donné, il y a une manière de lui faire comprendre le cadre, qui est celui de l'école et qui fait qu'il a eu une manière d'être qui est incompatible avec les règles, mais tout en ne le disqualifiant pas sur le plan humain. Donc, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, mais je pense qu'en ayant toujours comme cap la reconnaissance de l'autre, on peut avancer vers là. Et de la même façon, Paul Ricoeur nous dit ne pas laisser la place à la violence, mais garder l'éthique de la relation. Finalement, quand on a affaire, par exemple, à un enfant qui ne respecte pas les règles, on a tous dans nos classes des élèves qui peuvent être par moments impulsifs, voire violents, ou avoir des dysfonctionnements qui transgressent les règles. On va regarder avec eux l'acte de transgression et on va continuer à respecter l'individu. Il y a tout un travail à faire pour faire pareil avec le parent, c'est-à-dire qu'un parent qui ne respecte pas un cadre, que ce soit par rapport aux horaires ou que ce soit par rapport à la manière de s'exprimer ou même qui va jusqu'à des actes irrespectueux, bien entendu qu'on ne doit pas accepter ces actes-là, mais en même temps, on va essayer de traiter l'acte et de ne pas disqualifier la personne. Cette personne reste le parent de cet enfant. Donc, quoi qu'il arrive, l'enfant, de toute façon, il doit faire avec ce parent-là. Alors, bien entendu, dans la limite de la protection de l'enfance, hein, on a un certain nombre de lois garde-fous, il y a des dispositifs, même s'ils sont complexes à utiliser, d'informations préoccupantes ou d'autres, il y a des professionnels de la protection de l'enfance à qui on peut s'adresser si on est dans un cas de maltraitance d'enfants. On peut aussi faire appel à la justice si on est soi-même maltraité, mais ce qui n'empêche pas de garder toujours l'éthique de la relation coéducative. Et finalement, on est dans ce que j'appelle le défi de coéducation, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ne pas lâcher la garde sur la coéducation, tant que le parent a son autorité parentale. Et ça, seule la justice peut décider d'enlever l'autorité parentale aux parents. Donc là, on est dans des cas extrêmes de désaccord, mais qui sont des cas de dilemme dans lesquels on est quand même, on peut être plongé dans notre quotidien. Des informations préoccupantes, je la donne comme un garde-fou parce que c'est vrai que c'est un garde-fou professionnel qu'on a, mais c'est quand même un sujet extrêmement compliqué qui est une source qui est une grande violence pour les familles quand on doit y faire appel. Donc, c'est un outil à traiter avec délicatesse, on sait tous. En même temps, c'est vrai que je pense que l'enseignant qui est en situation de devoir faire une information préoccupante, parce qu'il estime que c'est de son devoir que l'enfant est en danger, doit être lui-même aidé pour arriver à poursuivre la relation coéducative. Alors, on peut avoir de l'aide du côté des enseignants de l'éducation spécialisée ou même de la PJJ, des personnes qui travaillent avec les enfants, des personnes qui sont incarcérées ou des personnes dont les enfants sont placés, etc. Donc, les travailleurs de l'éducation spécialisée ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce que je continue à qualifier le parent qui, par un acte, s'est disqualifié?
Et c'est tout un travail à faire à l'intérieur qui est extrêmement compliqué, mais on peut comprendre que le parent, à un moment donné, n'a plus confiance si on est allé raconter quelque chose à l'assistante sociale. Hein. Voilà. En fait, il y a une règle aussi, moi, que je me donne quand je suis avec les parents, que j'essayais de faire passer à mes collègues. C'est ce parent qui a posé tel acte ou qui, à un moment donné, montre qu'il ne me fait pas confiance, par exemple. Il n'a pas raison, mais il a ses raisons. Donc ça, c'est une manière d'essayer de rentrer dans un processus d'empathie envers l'autre, sans aller vers un excès d'empathie. C'est-à-dire, effectivement, on ne va pas jusqu'à il a ses raisons. Il a raison. Non, il n'a pas raison. Il ne fait plus confiance, c'est bien dommage, il m'a agressé, ce n'est pas normal, etc. Mais je vais essayer de rentrer dans sa logique pour comprendre ses raisons, pour pouvoir renouer un fil de communication. Mais c'est compliqué, hein. Ce que je dis toujours, la coéducation, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une aventure de chaque cas, de chaque situation, où on doit toujours remettre sur l'ouvrage. Merci Claire pour le petit signe qui me dit que j'ai répondu. Voilà, bah écoutez, on va… Rachel, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le chat là? Alors, dans le chat, non. Par contre, je pense que c'est le moment de revenir sur une question que se posait Céline. Ah oui, sur la symétrie. Oui. Et je pense que ça répondra à peut-être des questions que certains se posent qu'il a peut-être pas formulées de cette façon-là. Alors, effectivement, quelqu'un dans le chat tout à l'heure, c'est Céline, je crois, a parlé de symétrie-asymétrie. Alors, je ne suis pas tout à fait allée au bout de la notion de parité d'estime. Effectivement, Gaston Pinault donc, a mis en place ce concept extrêmement important de parité d'estime, concept qui a été approprié par plusieurs associations, notamment la NLCI, l'Association nationale de lutte contre l'illettrisme, et puis ATD Carmont. Ce sont deux associations donc, qui travaillent auprès de familles en grande difficulté, en grande précarité, et qui ont regardé, en fin de compte, comment est-ce qu'on aide des familles qui sont dans une situation asymétrique, parce que, bien entendu, quelqu'un qui est très pauvre est dans une situation asymétrique, où il subit tous les jours des difficultés, des discriminations. Et pour autant, le professionnel va lui donner de l'estime pour ses capacités, ses compétences. Par exemple, un non-lecteur qui vit dans la société actuelle et qui se débrouille pour vivre sans savoir lire, le professionnel dit chapeau, quoi. Comment est-ce qu'on met en œuvre des savoir-faire pour arriver à se débrouiller? Et du coup, l'idée, c'est dans cette parité d'estime d'être conscient de l'asymétrie. Dans notre expertise professionnelle, nous sommes dans une relation de pouvoir ne serait-ce que parce que c'est nous qui détenons le cadre, c'est nous qui détenons les codes, nous invitons les parents dans notre cadre et dans nos codes. Donc, nous sommes dans une relation asymétrique. Donc, il ne s'agit pas de courir après une relation égalitaire, pseudo-égalitaire, mais de toujours retravailler sur cette parité d'estime en assumant notre asymétrie. Voilà un peu la piste, hein, mais c'est quelque chose qui est toujours compliqué à chercher. Voilà, donc juste une petite conclusion avant qu'on arrive au terme de cette journée. C'est toujours une conclusion provisoire. Hein. J'ai l'habitude d'intervenir maintenant assez souvent sur ce sujet, mais je vois que la situation, elle avance, elle évolue. Ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que la coopération avec les parents, c'est difficile, c'est complexe, mais que c'est formidable. Moi, ça m'a vraiment énormément apporté. Et je crois que c'est important de se dire que dans cette situation, en tant que professionnel, on y gagne. C'est-à-dire que c'est vrai que ça demande un effort, ça demande de la décentration, ça demande des dispositifs, du temps, de l'énergie, des gestes professionnels nouveaux. Mais on apprend énormément. À mon avis, on gagne en efficacité professionnelle parce qu'on accompagne mieux nos élèves. Et puis, on gagne énormément sur le plan humain. On rencontre finalement les parents d'une autre façon. Et moi, j'ai l'habitude de dire, les parents, finalement, les parents d'élèves, c'est les êtres humains qui sont autour de moi, très proches, et que je ne choisis pas. Voilà, ce n'est pas ma famille, ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes voisins, ce sont des gens, un groupe aléatoire, nouveau chaque année. Et en allant à sa rencontre, on apprend énormément. Donc, ce que j'ai constaté dans mon expérience, donc pendant notamment les 6 années où j'étais directrice d'école, c'est vraiment de nombreuses situations de réussite, de nombreuses situations où la confiance a pu se retisser, ou des situations qu'on croyait trop compliquées, des parents qu'on n'arrivait pas à faire venir sont finalement venus. On a réussi finalement à se comprendre, hein, en lâchant l'objectif d'être forcément d'accord. Et puis quelques impasses aussi qui nous ramènent à nous dire qu'on n'est pas tout puissant et que d'une part, on n'est pas plus fort que la société inégalitaire qui produit de la précarité. Donc, parfois, des parents sont dans des difficultés économiques ou psychiques telles que, on aura beau avoir toute la convivialité, tout le non-jugement, on ne pourra pas dépasser ça. Quand on est aussi face à de la violence du côté des parents, eh bien voilà, on doit ramener le cadre et parfois, on n'arrive pas à aller plus loin.
mais ces impasses ne doivent pas nous décourager. Voilà, je dis toujours aussi, les parents, ça n'existe pas. Avec tel parent, il s'est passé ça et ça n'est pas les parents. Donc, les parents, c'est un groupe aussi hétérogène que toute la société et ce n'est pas une impasse qui doit nous arrêter. Voilà, on a des limites qui sont professionnelles, des questions de temps, des questions de formation, qui sont aussi institutionnelles, parce qu'on aimerait pouvoir faire beaucoup plus de choses que parfois ce qu'on peut faire. Mais on a aussi beaucoup de marge de manœuvre. On a une limite aussi qui est liée au cadre du modèle coéducatif lui-même. Hein. Rappelons-nous toujours que nous ne sommes pas dans un modèle cogestionnaire, c'est-à-dire que nous n'allons pas jusqu'à co-gérer la situation avec les parents. Pour moi, je considère que c'est le garde-fou de la diversité, mais parfois, c'est vrai qu'on va moins loin que si on était dans une école associative où on co-gérerait le projet avec les parents. Donc, toujours avoir en tête ce modèle. Voilà, je dirais que l'espoir, il est de notre côté, parce qu'on est là aujourd'hui, parce que vous avez donné votre samedi après-midi pour réfléchir à ça, et que je rencontre de plus en plus de groupes qui sont demandeurs de travailler sur ce sujet. Donc, je peux dire que depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, ça a beaucoup bougé. Voilà, je m'arrêterai là-dessus, juste en vous montrant donc un certain nombre de ressources. Alors, du côté de l'éducation nationale, je l'ai dit, il y a un certain nombre d'outils. Voilà, la mallette des parents, par exemple, qui est un outil intéressant. On a des textes sur lesquels on peut s'appuyer. Les CASNAV également, en ce qui concerne le plurilinguisme, proposent énormément d'outils pour travailler sur les langues différentes des familles. Du côté des collectivités aussi, il y a des outils qui sont intéressants dans les projets éducatifs de territoire et dans les cités éducatives, etc. Sur le site de l'IFE, donc où je travaille, Institut français d'éducation, sur l'onglet École-Famille, il y a énormément de ressources. Et puis, sur les sites des associations, donc bien entendu de l'OCCE, mais aussi d'un certain nombre d'associations partenaires, le GFEN, l'ICEM Pédagogie Freinet, ATD Carmonde, l'AXAS, le CLEMI également, et puis les associations de parents, la FCPE, l'ACEP, que vous connaissez peut-être, et puis une association formidable qui s'appelle École et Famille, et qui travaille notamment sur les équipes éducatives et tout le dialogue avec les parents. Je ne pourrais pas... Il y aurait vraiment beaucoup de temps encore pour développer, mais n'hésitez pas à aller voir sur les sites des associations qui sont une mine. Voilà, donc plaisir de poursuivre nos échanges. Je vous laisse mon adresse si vous voulez.